Alors, mon ouvrage, très clairement, c'est des récits. Ça parle c'est des récits de vie, ça parle de personnes que j'ai rencontrées quand j'étais toute jeune, j'avais 22 ans, et puis que je venais de Bretagne et que j'ai atterri en Kabylie. Donc ça a été un vrai choc pour moi, la Kabylie, la beauté du paysage, la terre rouge, les oliviers, mais aussi et surtout l'accueil des gens. J'ai eu la chance de les côtoyer, de les rencontrer, de vivre avec eux des moments qui m'ont beaucoup marqué en fait. Toute ma vie a été impactée par ça. Des moments joyeux, des moments extraordinaires, des moments généreux, et puis des drames aussi, et puis je suis rentrée dans l'intimité des personnes. Donc ce sont des récits que j'ai construits à partir de ce vécu. Donc évidemment avec mes yeux à moi, de jeune bretonne qui atterrissait là et qui était séduite en tout. Et puis aussi parfois interloquée, parfois un peu indignée même par certaines choses en tant que jeune femme. Et donc ces récits, je les ai retravaillés très longuement. Et je me suis employée à faire en sorte qu'ils soient vrais, tissés de ce que j'ai vécu, mais en même temps anonymes pour les gens. Enfin, j'ai anonymisé les personnages dont je parle, c'est-à-dire que j'ai changé leur nom, sauf un cas, parce que ça m'a été demandé. Mais j'ai changé les noms, j'ai modifié des choses, j'ai travaillé les choses de manière à ce que les gens ne soient pas reconnus ou ne se reconnaissent pas, vont peut-être se reconnaître, mais dans tous les cas, je me suis employée à ne pas les mettre en difficulté. Et puis, pour finir, l'année dernière, j'ai re-rencontré un certain nombre d'entre eux, avec lesquels je relis les parties qui les concernaient, donc que j'ai revues aussi, de manière à pouvoir voilà, préserver... Remanier. Oui, voilà, et puis être, comment dire, respectueuse aussi, voilà, de ce qu'ils sont. Dominique, la Kabylie en partage, c'est le titre de ton livre, mais il y a aussi un sous-titre, c'est dans l'intimité des femmes, avec évidemment beaucoup de portraits de femmes de ce village kabyle. Oui. C'était plus facile. C'était plus facile, j'ai surtout eu beaucoup de chance parce que j'étais femme, moi, française, et j'étais enseignante au collège. Et en tant que femme, du coup, je pouvais être dans l'univers des hommes, l'univers public, ce qui n'était pas le cas des femmes qui étaient dans les maisons. Mais j'ai pu aussi rentrer dans les maisons précisément, par le biais notamment de mes élèves au début. Voilà, notamment, il y a un personnage central dans mes récits. En fait, c'est Assina, la première élève qui m'a ouvert sa porte. Et puis après, les autres ont suivi. Et puis après, j'ai rencontré des infirmières, des aides-soignantes. Après, j'ai aussi eu des collègues, mais que masculins par contre là au collège. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans les maisons des femmes. Elles avaient de la curiosité pour moi j'en avais pour elles aussi. Et elles m'ont fait confiance, on a beaucoup parlé, puis j'ai vécu avec elles des mariages, des enterrements, enfin beaucoup d'événements, quoi, quelque part. Leur vie. Et leur vie, quoi, voilà. Et ça me touchait beaucoup, c'était des magnifiques personnes. C'était pas facile, leur vie aussi. Je trouvais que c'était des femmes courageuses qui cherchaient vraiment leur propre chemin de vie, de liberté. Donc elles m'ont énormément touchée. C'est pour ça que depuis que je suis rentrée de Kabylie, j'avais 23 ans, depuis ce moment-là, j'ai ces femmes tout le temps, j'avais toujours ces femmes en tête et je voulais en faire quelque chose. C'était elles qui m'avaient touchée en fait, bien sûr. Mais cependant, il n'y a pas que des portraits de femmes dans ce livre. Non, alors il y a aussi des hommes, parce que j'en ai côtoyé beaucoup aussi, notamment j'ai 2 collègues hommes dont je parle également, qui ont été aussi très proches de moi, qui étaient des amis. Mais j'ai rencontré aussi des infirmiers, bon il y avait des coopérants également, mais enfin mon mari et moi on était surtout centrés, à part une famille de coopérants amis, on était vraiment centrés sur la population, sur les gens. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes. Et de la même manière, en fait, j'en ai fait aussi des récits, donc voilà, qui sont à la fois ma manière de voir, mais en même temps aussi que j'ai retravaillé. Donc en gros, il y a l'univers des maisons des femmes, il y a l'univers de la santé avec l'hôpital, les dispensaires, etc. Il y a l'univers du collège, avec aussi des drames et tout ça. Il y a mes élèves, filles et garçons, parce que j'avais quand même essentiellement des garçons, et j'étais la seule femme enseignante dans tous les cas. Donc là, je côtoyais beaucoup de garçons, élèves et collègues, et puis toutes les pions, les surveillants, etc. Et puis, il y a aussi une dernière partie qui est un peu différente, qui est celle qui retrace une histoire qui est beaucoup plus lointaine, en fait. Dominique, ton travail sur ce livre qui s'appelle donc La Kabylie en partage, qui est un gros bouquin, ce travail a duré sur plusieurs décennies. Une quarantaine d'années à peu près, je crois, qui se sont écoulées entre ta première rencontre avec ce village kabyle
et la parution du livre aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les étapes en fait? Oui. Oui, alors déjà, quand j'étais en Kabylie, j'ai rédigé mon journal tous les soirs en fait. C'est-à-dire que je vivais des choses de manière tellement intense, tellement intéressante que je consignais tout par écrit. J'ai envoyé ça d'ailleurs à ma famille qui lisait vraiment avec intérêt ce que j'écrivais. Et puis quand je suis revenue en France, j'ai voulu tout de suite écrire. J'ai essayé d'écrire des nouvelles, un roman. Et puis bon, comme je travaillais tout le temps, j'y arrivais pas. Et puis à un moment donné, j'ai décidé en fait de m'orienter vers l'ethnologie puisque j'avais fait des études de lettres. Et j'ai découvert l'ethnologie et j'ai trouvé que c'était intéressant. D'un coup, mon journal a pris un sens voilà, par rapport à l'ethnographie notamment. Je me suis dit, mais j'ai du matériau, j'ai de la matière. Donc je suis allée faire des études d'ethnologie, donc à Paris 8 d'abord, à l'École des hautes études en sciences sociales après. Et puis Claudine Bassas, qui est anthropologue, a accepté de diriger ma thèse. Donc pendant des années, ça c'était juste après la décennie noire, c'était dans les années 2000, jusque vers 2010 à peu près. Pendant 10 ans, elle m'a accompagnée. Donc là, j'ai retrouvé en fait certains de mes élèves. Donc je ne pouvais pas aller en Kabylie parce que c'était encore, c'était encore dangereux quelque part. Par contre, j'ai retrouvé notamment à Paris d'anciens élèves et puis des parents, des gens que j'avais côtoyés. Et j'ai fréquenté les bistrots kabyles qui sont très très actifs en fait à Paris. Et donc j'ai continué, j'ai fait tout un travail de terrain comme ça, en rencontrant des gens et puis en communiquant aussi par mail, etc. Et puis j'ai surtout aussi été dans les archives à Fontainebleau, à Aix-en-Provence, et j'ai tout un matériel aussi, vraiment que je trouvais fort intéressant sur la naissance du village sur lequel j'ai travaillé, puisque c'était un village de colonisation. Donc j'ai tout un matériau d'archives en fait sur cette histoire, et ça représente d'ailleurs le début de mon livre. C'est une partie à la fois historique, je dirais, ethnographique, etc., qui traverse toute l'histoire en fait de ce village sur lequel j'ai travaillé. Dominique, c'est donc fin des années 90, pendant que tu bossais sur ta thèse d'ethnologie, que tu as mieux vu comment tu allais utiliser tout le matériau que tu avais déjà, c'est-à-dire ton journal et des notes que tu continues à prendre pendant toutes ces années-là. C'est ça. Et ça, c'était vraiment dans le but de faire une thèse, que j'ai jamais faite en fait en réalité, parce que comme je suis consultante, je bouge beaucoup, j'ai travaillé beaucoup et j'y arrivais pas. Et c'est vrai que j'avais un matériau qui a toujours intéressé donc Claudine, qui me suivait, qui m'accompagnait comme directrice de thèse. Et quand je lui ai dit, écoute, j'y arrive pas, elle m'a dit, mais écoute, c'est pas grave, le jour où tu as envie d'écrire, je suis là et je t'aiderai. Et c'est après coup donc que je me suis mise dans l'idée d'écrire un livre. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il a toute cette forme ethnographique. Et puis il y a eu cette rencontre aussi donc, dans les années 2000 avec Bachir, que lui, je n'avais pas connu du tout dans les années 70 en Kabylie, qui m'a contacté. Je connaissais l'un de ses jeunes frères que j'avais eu comme élève, et lui, en fait, il avait vraiment le projet d'écrire l'histoire de son père, parce qu'il avait immigré en Angleterre, qu'il avait été privé très longuement de lui, et qu'il trouvait que c'était un personnage extraordinaire, emblématique, représentatif, enfin voilà, il avait une grande admiration pour lui. Et en fait, son histoire était intéressante, l'histoire de ce père, parce que tout jeune, il avait travaillé donc, pour les Français dans le cadre de la colonisation, mais il avait été accusé d'un crime, injustement, et il était parti à Cayenne. Voilà. Et il a fait 20 ans, presque 20 ans, 18 ans en fait en réalité à Cayenne, parce que par souci de l'honneur, il n'a pas voulu dénoncer donc, son parent qui pour lui était le criminel en fait. C'est une histoire très dure, et il a réussi à s'en sortir, à revenir après, encore pendant la colonisation d'ailleurs, mais comme un héros quelque part, hein, parce que c'était absolument rarissime que des gens reviennent de Cayenne. Et toute cette histoire, il voulait l'écrire, donc je l'écris, mais on a vraiment coopéré beaucoup, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, il a toujours été destinataire de ce que j'écrivais, et c'est lui qui n'a pas voulu que je change d'ailleurs son nom, ni le nom de son père, ni de ses frères et sœurs, ni de sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il traverse vraiment, le récit de son père traverse toute l'histoire en fait, du village, depuis la colonisation jusqu'à les années 90. Dominique, ton livre, on le voit bien, traverse plein de destins, d'histoires de vie, mais certains témoignages, quand tu parles du père de Bachir, ça en est la preuve.
Ça parle aussi de l'histoire avec un grand H. Oui, tout à fait, puisque c'est un village qui a été construit pour les colons en fait, hein, dans le cadre de la colonisation, sur la base des terres séquestrées des Kabyles qui avaient participé à l'insurrection de 1871 avec Al-Mokrani, c'est-à-dire qu'en fait on leur a pris leurs terres. Et puis des colons sont venus et le village s'est construit de cette manière-là. Donc par le biais des archives, je reconstitue, bien sûr pas de manière exhaustive, hein, parce que voilà, mon travail n'est pas vraiment scientifique, j'utilise des matériaux d'archives pour expliquer comment ce village a vu le jour. Mais après, je suis les gens, et alors à la fois par mes documents d'archives, à la fois par la lecture aussi de beaucoup de livres, hein, toute la littérature sur la colonisation, hein, tout ce qui a été écrit, et puis aussi des ouvrages de sociologie, d'ethnologie, parce que beaucoup d'ethnologues très connus ont travaillé sur la Kabylie. Mais aussi par le biais de ce que m'ont raconté en fait mes interlocuteurs. Et j'ai toujours croisé les choses, et ça c'est ce qui m'intéressait le plus quelque part, c'est de voir ce qui se disait. Donc c'était parfois contradictoire. Encore une fois, c'est pas la vérité vraie, mais c'est vivant. C'est issu de ce que eux ont vécu ou de ce que leurs ancêtres leur ont raconté, et de la manière dont eux ils racontaient tout ça. Donc il y a la colonisation. Mais après, il y a eu tout le reste aussi. Il y a eu tous les moments qu'on a connus, les mouvements berbères, et puis après, il y a eu aussi la décennie noire qui était très longue et qui a impacté bien sûr la Kabylie comme tout le reste de l'Algérie, et puis toute l'histoire jusqu'à maintenant. Bon, j'ai pas tout traité, enfin je veux dire, c'est pas contemporain maintenant. Maintenant, j'ai juste repris contact avec certains de mes amis, certaines relations, certains contacts, mais j'ai pas été à l'histoire. Voilà, l'histoire en gros s'arrête juste après la décennie noire. Dominique, notamment, je crois, à la fin de ton bouquin, tu retrouves des hommes et des femmes qui étaient originaires de ce village, mais qui en sont partis, qui sont partis à l'étranger, qui ont réalisé leur vie ailleurs, oui. Mais chez lesquels on entend toujours ce déchirement de l'exil quand même. Tout à fait, il y a vraiment une douleur très profonde. Et même si leur vie est réussie, ils ont reconstruit, que ce soit en Angleterre, en France ou en Espagne. Pour autant, oui, il y a cet attachement qui demeure au village. On continue à appeler le village, mais en fait, en réalité, maintenant, c'est une grande ville, c'est ce qu'on appelle une daïra. Mais c'est vrai qu'ils sont profondément et viscéralement attachés à leur lieu d'origine. Et ils sont d'ailleurs dans des allers-retours permanents. Et de ce fait, ils ont beaucoup souffert dernièrement, du fait de la pandémie, de ne pas pouvoir retourner en Algérie, parce qu'ils sont habitués à ces allées-venues. Et certains ont perdu leur mère, leur père sans pouvoir les revoir. Ça, c'est tout à fait bouleversant et déchirant. Mais c'est vrai que cet attachement est profond, au point d'ailleurs qu'ils sont tous connectés via leur téléphone, leur tablette, etc., via les réseaux sociaux. Ils continuent à être là-bas et à échanger. Assina, par exemple, en Espagne, elle suit de très près toute l'actualité algérienne, kabyle, mais aussi celle de son village d'origine. Ils sont tous comme ça, en fait. Alors, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais à la lecture de ton livre, on a l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression que possiblement toi aussi tu vivais une sorte d'exil par rapport à ce village kabyle. Ben oui, ça a été très difficile pour moi toutes ces années où j'ai pas pu y aller. Là, pour moi, il y a une partie de mon âme là-bas, c'est sûr. À 22 ans, j'ai été marquée, bouleversée complètement par cette expérience. Et je suis attachée vraiment beaucoup à ce coin de la Kabylie, mais d'une manière générale, je dirais à l'Algérie. Au point que dès que je peux, dans mon métier de consultante, dès que je peux, je m'en vais à l'extérieur. J'ai travaillé au Maroc, en Algérie, au Liban, en Égypte, enfin dès que je peux, parce que je suis profondément marquée par ça et par aussi cet entre-deux, je crois. Le titre de ton livre, on le rappelle, c'est La Kabylie en partage. Et en fait, tu veux dire quoi par là? Eh bien, tout ce qui est partagé par tous ces gens qui sont venus habiter dans ce lieu dont je parle. Il y a tous les gens qui sont originaires de là-bas, mais il y a aussi les autres d'ailleurs, parce que j'ai rencontré aussi un pied noir, par exemple, une famille de pieds noirs. Mais il y a aussi tout ce qui... Enfin, je veux dire, les colons eux-mêmes, il y a eu des choses très dures, bien sûr, qui se sont passées, mais il y a aussi des colons qui se sont attachés viscéralement à ce lieu. Et puis moi, je suis française, je ne suis pas kabyle, mais je partage aussi cet amour de ce lieu-là. Donc c'est
tous ces regards croisés en fait, puisque chacun a le sien, tout cet attachement qui est très singulier et particulier à ce petit village hein, et cet environnement. Mais tu veux dire aussi que le travail que tu as fait, ce livre, c'est une proposition de partage. Alors aussi, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, j'ai travaillé moi beaucoup avec les gens, c'est-à-dire que par exemple, Assina, mais aussi Ounissa, aussi Bachir, je les ai recontactés, je les ai revus, je suis allée les voir pour revisionner, revoir un petit peu ce que j'avais écrit sur eux, mais j'ai travaillé de manière très proche, par exemple Bachir, c'est un vrai travail de collaboration, mais tout le monde aussi, c'est-à-dire Claudine, par exemple, c'est 10 ans de ma vie avec elle, c'est quand même énorme, elle a aussi partagé ça, elle n'y est pas allée, mais elle y est. Et puis il y a aussi Tassadit Yassine qui est née tout près de là et qui s'est intéressée aussi à mon travail, et aussi Leila Sebar qui est romancière et qui s'est intéressée à ce travail, il y a aussi les graphistes qui ont travaillé avec moi de manière complètement collaborative, Georges et Michel, il y a toi qui est là aujourd'hui et puis qui m'interroge. Il y a quantité d'amis qui ont lu, bon voilà, je pense que ce travail, oui, effectivement c'est mon travail, mais pas que, il est vraiment partagé. Et ça m'intéresse vraiment parce que même dans ma vie professionnelle, c'est ça que j'anime en fait, c'est des formats, oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est le travail d'équipe en fait. Et Dominique, justement, cette notion de partage, elle est vraie aussi avec la maison d'édition que tu as choisie. Ben évidemment, parce que la maison d'édition sans nom, c'est justement une maison indépendante, autogérée, qui fonctionne de manière collégiale, participative. Donc en fait là, il n'y a pas que mon livre qui va être produit, il y en a 2 autres aussi, de 2 collègues, et les auteurs travaillent ensemble en fait. Donc d'ailleurs, Georges et Michel ont aussi travaillé avec eux, et moi c'est quelque chose qui me plaît complètement. C'est-à-dire qu'en fait les auteurs attendent pas que les choses se fassent, ils participent aussi de tout, de la construction, mais aussi de la diffusion, donc c'est une aventure hein, aussi. Et puis, bon, ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi. Ça l'est aussi pour Tassadit Yassine d'ailleurs, parce qu'elle me l'a demandé plusieurs fois. Mon livre va être aussi produit, publié en Algérie, en parallèle, ouais, par les éditions Coucou. Donc, et ça c'est pour moi un grand honneur aussi. Et je suis hyper contente parce que là, c'est le mieux qu'on puisse faire. D'ailleurs, il y a les 2 logos. Il y a le logo des éditions sans nom, le logo de Coucou, parce que voilà, ils sont produits ensemble, parallèlement, mais de manière coopérative quelque part. Voilà, et ça c'est vraiment bien. C'est moi quoi. C'est la France et l'Algérie. Voilà, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir.